Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Grand Angle, une émission dédiée aux grandes questions qui façonnent l'actualité nationale et sous-régionale. Ce soir, nous ouvrons nos échanges sur une question à la fois sensible et stratégique, le différend frontalier entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Face aux interrogations et aux préoccupations suscitées par cette situation, la direction de l'information et des relations publiques des armées fait le point. Quels sont les faits, quelle est l'évolution de la situation sur le terrain et quelles sont les dispositions prises pour préserver la paix et l'intégrité territoriale. Pour apporter des éléments de réponse et éclairer l'opinion nationale, nous recevons ce soir sur le plateau Ansoumane Toumani Kamara. Il est le directeur général de la DIRPA et porte-parole du ministère de la Défense nationale. Il est notre invité principal pour cette première thématique. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bien. Dans un second temps, nous aborderons une question essentielle pour la vie quotidienne des populations, à savoir la pêche artisanale et la problématique de l'approvisionnement du marché local en poissons. Dans un pays disposant d'importantes ressources halieutiques, comment expliquer les tensions parfois observées sur les marchés? Quels sont les acquis enregistrés dans le secteur, mais aussi les défis qui freinent son plein développement et surtout, quelles perspectives pour garantir une meilleure disponibilité du poisson au profit des consommateurs? Pour en parler, Grand Angle reçoit Idrissa Kallo. Il est le secrétaire général du syndicat des pêcheurs artisans. Avec lui, il partagera avec nous sur ce plateau les réalités du terrain et les attentes des acteurs de ce secteur. Entre enjeux de souveraineté territoriale et défis économiques liés à la sécurité alimentaire, nos chroniqueurs enrichiront le débat avec des analyses, j'espère, pertinentes. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Diomono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Mamadou Saliou Oba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir à tous. Mamadou Alpha Baldé, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir au football africain. Ok, on a bien compris. Hein. On s'est réveillé avec le ciseau de la CAF qui a envoyé la balle au fond des filets sénégalais. Ouais. On a tout compris. On n'a pas dormi. Okay. Il ne faut pas dormir. Mamadou Ali Moussoari, bonsoir. J'ai compris pourquoi on a fini par moi, mais bonsoir à vous, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Mais dis-le maintenant aux téléspectateurs. Non, par respect des téléspectateurs, je ne dis pas, parce que par là, voilà, c'est pas bon pour moi. Les petits là. C'est lourd. Hein. Je rappelle, vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Ça s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Vous nous envoyez des messages. Et si vous avez aussi notre canal, notamment la téléphonie mobile, vous pouvez nous envoyer des messages sur le 627 53 09 99, 627 53 09 99. Mamadou Ali Moussoari va se charger de relayer vos messages tout au long de cette émission. Je rappelle qu'au service digital, vous avez Ibrahima Diogo Diallo qui est là. Tout feu, tout flamme pour nous permettre d'être vus un peu partout. Voilà pour notre plateau. Dans un instant, le débat avec notre invité pour parler de ce différend frontalier. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrire.
De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler de ce différent frontalier entre la Guinée et la Sierra Leone d'une part et la Guinée et le Libéria d'autre part. Vous le savez, vous suivez certainement l'actualité nationale. Lundi dernier, les deux chefs d'État du Libéria et de la Sierra Leone ont fait le déplacement au Conakry. Ils ont rencontré le président guinéen, le président Mamadi Doumbouya, pour parler donc de ce différent frontalier. On a aplani les divergences, on s'est compris, et pour apporter plus d'éclaircissement par rapport à ce différent frontalier, nous recevons donc Ansoumana Toumani Kamara. Il est le directeur général de la DIPA, la direction des informations et des relations publiques des armées. Il est aussi le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Monsieur Kamara Inouefa, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Yombono, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, la première question, quelle est la situation au moment où nous parlons sur le terrain? Bien. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Merci. La dernière information ou l'information du jour, c'est l'accalmie sur le terrain, Oui. que ce soit du côté de Guékédou, que ce soit du côté de Forêt-Caria ou encore au niveau de Sandenia, dans Farana. L'heure est à l'accalmie, les populations ont compris et les résultats de la rencontre de Conakry sont parvenus à la population à la base, comme quoi nous devons mettre la balle à terre et laisser le dialogue régler le problème entre les différentes parties. Et ce matin, les images que nous avons reçues selon nos correspondants qui sont déployés tout au long de nos frontières, des militaires léonais sont venus à la rencontre des militaires guinéens, histoire de rencontrer la population et faire une sorte de restitution par rapport à... Je ne sais pas si on peut avoir ces images avec notre réalisateur Al-Khali Mohamed Keita, ce déplacement des militaires léonais qui sont venus rencontrer les militaires guinéens. On peut continuer. Donc ce travail a été fait et nous pensons que sur le terrain, la situation est... Les militaires léonais sont venus pour vraiment serrer la main à leur homologue de la Guinée, histoire de respecter les consignes qui ont été données par les chefs d'État suite à la rencontre de Conakry. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est le commandant de région de la 4e région militaire qui est venu au niveau du fleuve Makona. Oui, là nous sommes à Guékédou. Nous sommes à Guékédou maintenant. À ce niveau-là aussi, la patrouille se poursuit et le déploiement est sur place, histoire de protéger, rester vigilant, mais tout en respectant les consignes données par les chefs d'État. Oui, les chroniqueurs vont poser des questions. Juste une dernière question avant que je ne vous cède le plateau. Permettez. Il y a quand même un volet juridique par rapport à cette situation de délimitation, M. Kamara. Bien, vous savez, qu'est-ce qu'il faut retenir de la rencontre de Conakry? C'est la reconnaissance des vérités historiques. D'accord. Quand vous prenez entre la Guinée et le Libéria, il y a un accord qui a été signé depuis 1907. Il y a eu une délimitation entre la Guinée et le Libéria en 1907. Le ministre français des Affaires étrangères Darro et l'ambassadeur libérien qui était à Paris ont signé et défini la limite entre les deux pays. D'accord. Il y a eu aussi le bornage entre la Guinée et la Sierra Leone. Ce bornage-là a commencé en 1882 pour se terminer en 1912. Et la signature a eu lieu entre la France et l'Angleterre. Puisque en ce moment, nous étions sous la colonisation et l'Angleterre a signé du côté de la Sierra Leone. Oui, donc, et vous comprendrez quoi que l'île de Cassa devrait être cédée à l'Angleterre, histoire de donner ça. L'Angleterre part en Gambie et que la Guinée ait la totale souveraineté sur cette île. Donc, il y a eu ce bornage qui a tenu compte de cette cession et c'est ce qui a été matérialisé. Donc, sur le plan juridique, à la rencontre de Conakry, le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, a parlé de l'intangibilité de ces accords. Les frontières qui sont issues de ces accords ne méritent pas d'être modifiés. Et là, nous avons à l'image les militaires guinéens qui les sont militaires d'enlever ça c'était la plaque installée, je crois, par les militaires lors des incidents récents. Oui. Donc, les chefs d'État, que ce soit du Libéria ou de la Sierra Leone, à la rencontre, quand le président a posé ses problèmes pour dire que l'Union africaine a fait quelque chose là-dessus pour demander au pays, les frontières issues de la colonisation restent les mêmes. Il y a l'ONU aussi dans l'article 33
de la Charte des Nations Unies qui demande à tous les pays membres de régler les différends par le dialogue, non par les armes. Donc, le président a posé tous ces problèmes et les collègues, ses pairs de la Sierra Leone et du Libéria ont reconnu effectivement que ces territoires, ces accords-là restent en vigueur et que ces territoires qui sont aujourd'hui convoités par certains citoyens, le Libéria, la Sierra Leone reconnaissent que ces domaines-là restent l'intégrité territoriale de la Guinée. Le Makona, qui faisait aussi dispute entre les lieux, quand vous regardez avec les accords qui ont été signés en 1907, vous vous rendez compte que à partir de la rive gauche du fleuve Makona, c'est là-bas où se trouve la ligne, la frontière. Je crois que c'est la rive, on voit maintenant à l'image. Vous voyez maintenant, ça, donc les gens sont en train de travailler et les militaires surveillent. C'est une patrouille qui est là-bas. Matin, midi, soir, il n'y a pas de repos. On essaye de veiller vraiment sur le territoire national. Donc, le Makona a toujours été du côté de la Guinée depuis 1907 et Makona reste du côté de la Guinée. Et ce qu'on doit dire, aucune partie ou une portion de la terre guinéenne n'a été ni cédée, ni occupée, ni modifiée. C'est ce qu'il faut dire, que les gens comprennent, que tout ce qui a été revendiqué sont de la propriété exclusive de la Guinée. De la République de Guinée. Oui, alors, Toumani, Monsieur Camara, on a eu des informations. C'est vrai, avec la Grande Muette, c'est pas évident d'avoir toutes les informations. Mais après, par rapport à ce fleuve, on a appris qu'il y a eu des incompréhensions du côté de l'administration, c'est-à-dire il y a une société libérienne d'habitude qui vient extraire le sable dans le fleuve, dans le lit du fleuve, que c'est cette société qui n'est pas venue, comme d'habitude, demander l'autorisation pour extraire le sable, que l'incompréhension serait venue de là. Mais jusqu'à avoir les images, on a vu des plaques. D'abord, cette plaque était implantée où et qui l'a implantée? Bon, la question ne mérite pas d'être posée. La plaque avec le drapeau libérien. Ça, ce sont les derniers incidents. Quand la population s'est fâchée, les Libériens ils sont venus, ils ont planté, voilà, ça nous appartient. Mais quand on fait référence à l'histoire, ils se sont rendus compte que non, et là, c'est les militaires guinéens qui nous sommes sur le territoire guinéen. Nous sommes sur le territoire guinéen. Et dire que ces domaines-là relèvent de leur côté ou que la société libérienne est venue exploiter le lit du fleuve, je pense que c'est un manque de démarche à leur niveau. Le fleuve appartient à la Guinée. La Guinée ne peut pas empêcher les Léonais de venir, ou les Libériens de venir boire l'eau. Mais dans les accords, il est dit que ça appartient à la Guinée. Mais la Guinée peut laisser les voisins en utiliser. Mais pour le faire, il faut venir se référer. C'est ce qui est la norme. Bref, oui à l'exploitation, non à la propriété. À la propriété. Oui. Mais pour le faire, il faut l'accord de la Guinée. Vous ne pouvez pas creuser un puits dans votre concession et qu'un autre vienne encore. Il peut venir puiser, mais vous ne lui donnez pas l'occasion d'être le propriétaire du puits. D'être copropriétaire. C'est pas possible. Bon, Monsieur Camara, on sait que les militaires sont déployés sur le terrain, mais tout au long de cette frontière, de part et d'autre, vivent des communautés guinéennes et libériennes. Mais est-ce que ces communautés sont impliquées dans la recherche des solutions pour que vraiment ces solutions soient durables? Oui, c'est l'une des conclusions de la rencontre de Conakry. Si vous lisez un peu, le communiqué final qui a été lu, il a été demandé. Et même au niveau de l'état-major général des armées, le dernier communiqué de l'état-major général des armées. Nous avons même à l'image ici des communautés qui sont là. Vous voyez déjà les communautés qui viennent. Ça, c'est au niveau de Forêt-Caria, ce matin. Des communautés léonaises, l'armée léonaise, plus les autorités militaires guinéennes du bataillon de Forêt-Caria, qui se rencontrent pour vraiment demander à la population de s'impliquer dans ce climat de paix qui revient et vraiment de continuer à vivre ensemble, puisque ce sont des communautés qui sont ensemble depuis des années. Alpha? Oui, c'est vrai que tant mieux, ça va mieux. C'est bon, on va régler tout ça par le dialogue. Justement, quel type de dialogue, quel type de diplomatie? Est-ce qu'il y aura un bornage beaucoup plus matérialisé sur le terrain? Qu'est-ce qui est prévu
pour éviter une sorte de récidive, parce que ce n'est pas une première qu'il y ait ces problèmes entre ces populations ou entre ces pays. Il y a une résolution définitive. Déjà, avec les accords et les conventions qui ont été signés, 1912, 1907, au-delà de ça, les pays s'engagent à matérialiser les frontières entre les nations. Je pense que c'est ce qui va être la solution pour vraiment mettre un terme à ces problèmes récurrents. Et cette matérialisation se poursuit. Vous-même, vous passez beaucoup de reportages ici au niveau du ministère de la décentralisation, où la Guinée, avec certains pays voisins, sont en train de matérialiser pour la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite. Donc, c'est un processus qui est en cours et je pense que ça va être encore une étape plus décisive avec les deux pays. Je crois que la tournée des patrouilles de façon récurrente aussi permettra de... Non, pour les patrouilles, c'est un travail de tous les jours. Tout récemment, avec ça, c'est une nouveauté. Vous avez vu, au niveau de l'armée, des forces armées guinéennes, il y a eu la mise en place des bords. Les bords, ce sont des bataillons opérationnels régionaux. Ces bataillons-là n'existaient pas avant. La défense, la sécurité des frontières était exclusivement dans les mains des régions. Mais on a créé des bataillons spéciaux qui n'ont que le travail de surveiller nos frontières. Quand vous partez en forêt, vous avez le bord numéro 4. En Haute-Guinée, vous avez le bord numéro 3, Kindi a le bord 1 et Labé a le bord 2. Donc, leur travail, ils sont équipés, ils sont formés dans ce sens-là pour surveiller régulièrement le long de nos frontières et respecter l'intégrité territoriale. Ali Moussoari, on peut dormir tranquille, passer à les bords. Ta question. Dormir tranquille, mais on connaît les deux pays aujourd'hui, ce sont des pays récemment, c'est-à-dire la Sierra Leone et le Libéria, ce sont des pays qui ont connu des guerres civiles, des guerres liées également à des mouvements. Mais est-ce que également au niveau de ces frontières, la vigilance a été redoublée pour ne pas penser seulement que l'ennemi peut venir des forces de défense et de sécurité de ces pays? Bien, au niveau des frontières, il faut être rassuré. Il y a un déploiement permanent qui est là. Premier aspect. Deuxième aspect, les bords sont régulièrement en train de tourner. Et troisièmement, vous avez vu tout récemment aussi le déploiement des contingents. Le dernier était parti le dimanche passé. Donc, ces contingents-là viennent renforcer les autres qui sont là. Donc, la surveillance, elle est là, elle est permanente. Et la vigilance du côté de la population également. Qu'est-ce qu'on demande à la population? C'est de s'associer, donner, remonter les informations au niveau des forces de défense et de sécurité, histoire de permettre à ces hommes de mieux jouer leur rôle dans la défense de la patrie. Qu'en est-il de la Mano River Union? La Mano River Union, c'est cette réunion qui a eu lieu. On a vu la réunion, c'était sous l'observation de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'était pas là, mais son ministre des Affaires étrangères, la dame est venue, Madame Nyalin Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tout s'est passé devant elle en tant que membre de l'Union du fleuve Mano, puisque le problème qui se pose entre les pays membres de Mano River Union. Je pense que le président de la République a eu, puisque nous assurons, la Guinée assure en ce moment la présidence tournante de l'organisation. C'est pourquoi il a demandé à ce que ces pairs de la Sierra Leone et du Libéria viennent pour qu'on puisse discuter entre frères, en famille, le problème qui s'oppose, histoire de ne pas céder du tout à une guerre ou à une confrontation entre des nations. Monsieur Camara, c'est vrai, les deux sont venus presque au même moment. Les incompréhensions au niveau de la frontière en Sierra Leone, ensuite au Libéria. Un simple fait du hasard, ou bien on peut dire que les deux ont décidé d'agir au même moment? Bon, peut-être que les enquêtes qui sont en cours, nous édifieront dans le temps, puisque le cas de la Sierra Leone, c'était au mois de février. C'était au mois de février, c'était du 19 au 22. Vers Koudaya, au niveau de Sandenia, dans la préfecture de Farana. Le cas du Libéria, ça c'est le 5 mars passé. Mais de façon simultanée ou de façon successive, on est en train d'analyser pourquoi des conflits frontaliers ou ces incidents localisés
arrive au même moment. Ouais, c'est une coïncidence. Donc ça peut être une coïncidence. Dans tous les cas, rien n'est minimisé. La Guinée veille au grain et les enquêtes profondes sont en cours pour vraiment comprendre et prendre les dispositions qu'il faut. Oui, salut. Oui, M. Camara, le contingent qui est déployé sur le terrain, pendant combien de temps il va rester encore sur place? On ne saurait vous le dire. Le contingent reste sur place tant que la menace persiste. Okay. Même si il y a l'apaisement, il y a l'apaisement, le communiqué le dit. Il y a un allègement progressif du dispositif de défense déployé sur le terrain. Certainement, dans les jours à venir ou dans les heures à venir, on va envoyer une partie, mais les autres resteront campés aux positions normales pour toujours surveiller. Est-ce que ces contingents faciliteront pour le cas, par exemple, des civils de l'autre côté qui voudraient traverser, venir à Guékédou au marché, à Forêt-Caria au marché? Est-ce que les contingents vont faciliter à ce niveau, il n'y a la mobilité des personnes et des biens? Non, c'est pas du tout mis en cause. Les populations continuent sur leur quotidien normal. On n'empêche pas un Libérien de venir en Guinée ou un Sierra-Léonais de partir en Guinée ou ainsi de suite. Donc, nous faisons, les communautés travaillent ensemble. C'est fréquent. Quand vous prenez Guékédou, par exemple, de part et d'autre, le doyen qui est là-bas, le doyen des Kissiens, il coordonne au niveau de Guékédou, mais aussi les Kissiens qui sont de l'autre côté. Donc, c'est la même famille qui est là. On a vu les images et on était à 2 doigts d'un embrasement, il faut le dire, parce que ça partait dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut expliquer la retenue des soldats guinéens face à des images qu'on a vues? Si ces images-là sont vérifiées, beaucoup saluent quand même le professionnalisme de cette armée qui est restée à l'écoute de la hiérarchie. En pareille circonstance, comment ça s'organise, comment ça se passe, comment on remonte les informations et comment on prend les premières décisions? Vous savez, une armée organisée se réfère toujours. Il y a celui-là qu'on appelle le commandant en chef des forces armées. Ça, c'est le président de la République. C'est lui le premier soldat. Aucune décision ne doit être envisagée sans son accord. Et les soldats qui sont déployés sont sous contrôle. Ils ont leur hiérarchie respective. Donc, d'échelon en échelon, chacun se réfère. Si vous n'avez pas reçu l'accord d'intervenir, vous n'intervenez pas. La discipline militaire. La discipline militaire. Mais aussi le professionnalisme des soldats guinéens. C'est ce qu'il faut dire. Et leur maturité. Ils ont reçu beaucoup de provocations. Ils ont reçu beaucoup de coups sur le terrain. Mais ils se sont abstenus pour ne pas aller à l'affrontement. C'est le salut aujourd'hui qu'il faut adresser à ces soldats qui sont déployés le long de nos frontières. Aurait été d'autres pays, on allait passer. Mais en termes de rapport de force, il n'y avait pas match. Je suis armé. Vous n'êtes pas armé. Vous venez m'agresser. Je réplique. Un rapport de force, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc voilà, déjà, ils ont compris. Non, ça ne sert à rien de se laisser emporter par l'émotion contre des populations que nous sommes censés protéger. Voilà l'idée qui a animé ces militaires déployés sur le terrain, qu'ils soient des citoyens libériens ou des citoyens guinéens. Ils se sont abstenus. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas ouvrir le feu sur vous, vous êtes là, nous sommes là pour vous et pour vous protéger. D'accord. Alors, la toute première question, oui, il y a la réaction des téléspectateurs, certains même qui posent des questions. Mais la toute première question, vous n'êtes pas obligé de répondre. On a parlé de la diplomatique, mais depuis lors, on voit moins les ministres des Affaires étrangères bouger. Je sais que ce n'est pas de votre domaine. Alors, l'autre question est de savoir... ces incidents sont intervenus à un moment où la CEDEAO est en train de mettre en place une force capable de maintenir la paix dans l'espace CEDEAO. Et c'est en Sierra Leone de lutter contre le terrorisme. Et de lutter contre le terrorisme. Et c'est la Sierra Leone qui abrite les opérations pour un premier temps. Est-ce que ces incidents n'impactent pas ou n'arrivent pas à jouer sur l'engagement de la République de Guinée? Pas du tout. Et il faut préciser qu'il n'y a pas eu de crise. C'était des incidents entre les citoyens. Il n'y a pas eu d'affrontement militaire entre les nations, ni aucun autre affrontement déclaré. Donc, ce qui reste clair, ce sont des situations qui peuvent arriver. Donc, des personnes non contrôlées peuvent agir au nom d'une république, mais quand les autorités viennent pour reconnaître, oui, ce qui s'est passé ne devrait pas se passer, c'est votre territoire, nous reconnaissons, je pense que
on met tout cela derrière. On est rétabli dans notre C'est droit. pas du tout lié avec ce que vous pensez par rapport à cette initiative de la CEDEAO. Mais il faut dire que, je dois vous dire, que les ministres des Affaires étrangères bougent. Ils bougent beaucoup. Avant le sommet de Conakry, il y a eu beaucoup de discussions entre les ministres des Affaires étrangères du Libéria, ainsi de suite. Et même sur le plan militaire. Les responsables militaires se sont rencontrés plusieurs fois, mais ça ne mérite pas d'être médiatisé. L'essentiel, c'est de sauver la paix et la quiétude entre les nations. Alors, rapidement, avant qu'on donne la parole aux téléspectateurs, Monsieur Camara, on a vu, pour nous qui avons suivi le départ, je crois, de l'avant-dernier ou le dernier contingent, qui était très imposant. On a eu l'impression que c'était... C'est parti. Que c'est parti. Je ne veux pas lâcher le mot, mais on a eu l'impression que c'était parti. Nous qui n'étions pas au niveau de ces frontières, on s'est dit, tiens, là, avec ce qui se passe, c'est déjà parti. Est-ce qu'on n'a pas pris aussi des canaux pour tuer une mouche? Pour celui qui connaît la bravoure de l'armée guinéenne, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? C'est un civil qui pose la question. D'accord. Aucun sacrifice n'est petit pour défendre sa patrie. Le président de la République, lors de sa prestation de serment, a dit « Je jure de défendre l'intégrité territoriale de la République de Guinée et de protéger ses populations. » Si nous sentons une menace quelque part, le simple fait de sentir une menace. Simple fait de sentir une menace, il faut agir pour montrer à celui-là qui te menace que je ne dors pas, je suis là aussi. Donc, c'était une manière de dire que nous, la Guinée, depuis l'indépendance jusqu'à date, aucune portion de la Guinée n'a été ni cédée, ni occupée, ni modifiée. Et c'est le même élan qui continue. Si les anciens ont pu le faire, nous, notre génération ne doit pas faillir. Il faut continuer avec le même élan. Nous avons été panafricanistes, on a reçu tous ces pays-là et on a fait le sacrifice ultime pour ces pays. Des soldats guinéens sont tombés au Libéria. Des soldats guinéens sont tombés en Sierra Leone. Et beaucoup d'autres pays. Mais si on aura les pièces de notre monnaie d'une telle façon, il faut montrer que oui, nous sommes là, nous sommes résilients, nous sommes avec vous. On est gentil, mais on n'est pas dupe. Mais on n'est pas dupe. Et voilà un peu la réponse qu'il fallait donner à cette situation. D'accord. Oui, réaction des téléspectateurs. Salut Grand Angle, c'est Silla Isiaga. Vraiment, j'aime bien votre émission et merci également à votre invité pour l'éclairage. Bonsoir Grand Angle. Je m'appelle Ibrahima Souri Sissé depuis Kindia. La rencontre entre le chef de l'État guinéen et ses homologues de la sous-région est un acte de grandeur car seul le dialogue prône la paix et la paix n'a pas de prix. Merci à vous. Bonsoir. Le fleuve Makona appartient à la Guinée. La Guinée occupe combien de distance entre le fleuve et la Sierra Leone et du Libéria? C'est M. Diaby Mamadi qui a envoyé ce message. C'est une question, je peux continuer. Merci à vous. Nous avons les images même de ce fleuve et la traversée, oui. Salut messieurs les journalistes, une fois encore félicitations à l'armée guinéenne pour leur professionnalisme. Ces hommes ont prouvé loyauté et fidélité dans la défense de la patrie. C'est Faya René Leno depuis Wanandara. Salut à mes parents de Gekedou, Temesadou, merci à vous. Et la dernière, moi c'est Claude Sako depuis Espace. Je remercie Dieu de nous avoir préservé cette union entre nos pays frères, surtout éviter les postes de réseaux sociaux qui, pour la plupart, ne sont pas des professionnels. Alors, comment la DIRPA est en train de faire pour lutter contre les rumeurs? Justement, on a vu beaucoup, des fois, ça enflamme là où il ne faut pas enflammer. Et là, c'est les civils qui le font. Certainement contre la volonté de ceux qui sont de ce côté guinéen ou encore contre la volonté de ceux qui sont de l'autre côté. Et de passage, quand même, il faut saluer la promptitude de la DIRPA. Depuis, on a toujours salué la clarté des communiqués. Tout arrive en temps normal. On ne laisse presque pas de place. Presque pas de place pour les rumeurs, à ce que les rumeurs montrent. Comment vous arrivez à réagir dans ce monde où tout est vrai, dans cet écosystème médiatique où tout ce qui est vrai peut être faux? Et là, c'est le directeur de la DIRPA qui parle. C'est le directeur de la DIRPA. J'ai deux questions. La première question, la distance à partir de la rive du fleuve Makona. Je ne dispose pas le kilométrage qu'il faut, mais ce qu'il doit retenir, le fleuve, à partir de sa rive gauche, c'est là où le bornage est fait. Donc, de cet endroit, de la rive jusqu'au niveau du fleuve,
tout cela c'est sur le territoire guinéen. Okay. Le Makona est entièrement sur le territoire guinéen. Okay. Bien. Maintenant, l'information ou la désinformation en cours, je pense qu'on ne peut pas empêcher. Mais ce que nous pouvons demander à la population et à nous, les journalistes, s'il y a une information qui concerne la défense, les numéros de la DIRPA existent, les contacts sont là, appelez pour vous donner la bonne information. Si vous avez des doutes sur une situation donnée, référez-vous à nos différents canaux de communication où nous mettons les informations à temps opportun. Si une situation se pose au niveau de Koudaïa, par exemple, c'était le 22 passé, les autorités étaient déjà informées sur la situation. Et la communication appropriée a été formulée pour venir mettre à la population. C'est vrai que le Libéria a fait la communication en première position, mais nous, on a donné l'information tout en donnant les repères géographiques, là où l'attaque a eu lieu, là où ils sont partis, et tout a été donné. Donc, qui pouvait contester? Personne, puisque ce que nous avons même dit, les points GPS, tout ça. Donc, tout a été donné. Donc, je pense que l'armée n'a pas droit de donner des informations erronées. Tout ce que nous donnons, c'est partant de la hiérarchie et tout est coordonné. Et tout ce que nous déclarons ici, c'est sous-C. Donc, les documentations se font et le go est donné à la DIRPA de communiquer là-dessus sous ordre et en consigne précise. Oui, salut, peut-être pour la dernière question. Monsieur Camara, sur le plan diplomatique, après la rencontre de Conakry, le prochain sommet, ce sera où? Bon, peut-être la prochaine rencontre, même si c'est pas... Est-ce qu'il y a une suite? Il y a une suite, puisqu'il a été demandé que dans un mois, la CEDEAO, pas la CEDEAO, le Mano River Union doit convoquer un sommet pour... encore évaluer ce qui a été décidé à Conakry, mais aussi faire des projections pour les étapes suivantes et essayer de canaliser toujours les imperfections constatées pendant cette période de suivi. Une petite question, une question civile. Merci. Quand vous prenez Guékédou, jusqu'à présent, ils sont dans leur tête les attaques de 2000, ainsi que certaines localités de la République de Guinée. Alors, du côté de l'information et de la communication, la direction, comment vous êtes en train de faire pour pouvoir sensibiliser cette population? Rassurer sur quel message? Parce qu'il y a la psychose. Il y a ce message. Il y a eu un mercredi où le marché a été perturbé. Oui. Vous avez eu l'info? Nous avons eu l'information. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette démarche. Nous sommes sur cette démarche. Depuis hier, on a communiqué. Avant hier, le chef d'état-major général des armées a communiqué. Hier, nous sommes passés à la télévision dans le journal pour communiquer. Nous sommes avec vous aujourd'hui. Et pendant la journée, vous avez suivi les différentes langues nationales de notre pays, traduire la communication que nous avons eu à faire hier à la télévision. C'est-à-dire que pourquoi le sommet de Conakry, quelles sont les grandes conclusions? Est-ce que la Guinée a perdu une partie de sa terre? Non. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que les chefs d'État se sont dit? Quels ont été les accords? Tout a été fait dans un communiqué que nous avons remis aux langues nationales de la RTG. Et ce même communiqué sera traduit aussi dans les langues au niveau des radios rurales de la République de Guinée pour que la compréhension puisse être vraiment uniformisée et que chacun se dise que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc ce travail est fait, le communiqué est déjà rédigé et le travail a commencé au niveau des langues et nous sommes là en train de parler en français. Je pense que nos langues nationales aussi méritent la population à la base. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce sommet tripartite de Conakry et la situation sur le terrain. Principale information à retenir, c'est que la Guinée reprend, enfin c'était pas pris, mais la Guinée garde reste propriétaire de son territoire. Il y a des patrouilles qui sont déployées sur le terrain et le Libéria et la Sierra Leone se sont engagés à reconnaître les erreurs qui ont été commises sur le terrain en débordant un tout petit peu et en venant sur le territoire guinéen. C'est désormais réglé, le calme est revenu, les militaires sont en train de patrouiller. Vous avez vu les images avec nous. Alors, monsieur le directeur, peut-être vous avez un dernier message pour la population guinéenne en général par rapport à la quiétude qui devrait régner, notamment le long de nos frontières. Bien. Le sommet de Conakry a prôné la paix. Le sommet de Conakry a prôné le dialogue. C'est de demander aux communautés riveraines, les communautés voisines,
à leur niveau aussi de prôner la paix. Ce qui s'est passé, c'est un incident. Ça peut arriver. Entre la langue et les dents, il y a des affrontements, mais elles sont toujours ensemble dans la bouche. Donc, des fois, il y a le sang. Donc, c'est de dire à nos communautés libériennes, léonaises, guinéennes, c'est pas aujourd'hui que vous êtes ensemble, c'est grâce à la colonisation. Par le fait de la colonisation, il y a eu la limite entre vous. Mais les liens séculaires, les liens culturels doivent demeurer. Il y a aujourd'hui dans ces communautés des mamans qui sont venues de la Sierra Leone, qui sont venus du Libéria et qui se retrouvent, qui mènent leur vie en Guinée, vice-versa. Donc, le communiqué, les 3 chefs d'État ont demandé à la communauté, c'est-à-dire aux populations, de continuer à vaguer à leur activité quotidienne, mais aussi à appuyer les forces de défense et de sécurité, que ce soit du côté du Libéria, de la Sierra Leone ou de la Guinée. Vous qui êtes au niveau des frontières, remontez les informations aux différentes forces de défense et de sécurité déployées, histoire de permettre à ces populations-là, à ces militaires, vraiment de jouer efficacement leur rôle de protection, mais surtout de défense de l'intégrité territoriale. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Grands Angles. Merci bien. Mesdames, Messieurs, voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première thématique. Le calme est revenu le long de nos frontières. Le Libéria et la Sierra Leone ont reconnu que les riverains ont débordé pour venir occuper le territoire guinéen. Les 2 chefs d'État, libériens et lyonnais, l'ont reconnu et désormais, demande a été faite donc aux citoyens de ces localités de reculer et l'armée guinéenne est déployée sur le terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire. Puisque le calme est revenu, on peut beaucoup manger et cela demande du poisson. On va parler du poisson dans la seconde thématique, juste après la pause. Ça dépend de quel temps. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à de retour donc sur ce plateau, je le disais avant de clôturer, lorsqu'on parlait de ce différent frontalier, le calme revenant le long de nos frontières, on peut maintenant rester tranquille, on doit manger l'eau au poisson et c'est ça justement la seconde thématique. Nous abordons donc la question essentielle pour la vie quotidienne, à savoir la pêche artisanale et la problématique donc de l'approvisionnement de nos marchés en poissons dans un pays disposant d'importantes ressources halieutiques.
comment expliquer les tensions parfois observées sur les marchés? Quels sont les acquis enregistrés dans le secteur, mais aussi les défis qui freinent son plein développement? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Idrissa Kallo. Il est le secrétaire général de la CONAPEG. Avec lui, il partagera avec nous donc les réalités du terrain et les attentes des acteurs de ce secteur. Monsieur Kallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, tout sourit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la place de Dr Makanera qui était là. Il nous a fait comprendre que le franc guinéen a fui, nous a quittés. Où sont nos poissons aussi? Il n'a pas dit que le franc guinéen a fui. Il a changé de domicile. Mais c'est plus ça. Il a changé de domicile. Oui, il a quitté la Banque centrale pour venir. C'est une fuite, ça. Non, quand vous dites que le franc guinéen J'assume. Non, ne déformez pas ses propos. Il a dit que le franc guinéen a fui la Banque centrale pour venir se reposer à Madina. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est une fuite, ça. Où sont nos poissons? Vous savez, mais il ne faut pas déformer. vous savez la même chose peut se répéter au niveau du secteur de la pêche aussi. Il faut comprendre que nos poissons, compte tenu du changement climatique, il y a l'immigration des poissons vers du sud, il faut mettre les frontières. Du sud au nord, parce que compte tenu du réchauffement climatique, la mer se chauffe et que les poissons se déplacent du sud vers le nord. Les pays du nord, là, c'est ceux qui vont avoir beaucoup de poissons. Donc, ça veut dire que les poissons peuvent changer de camp et venir à l'autre. Non, avant de continuer, la Guinée, nous sommes au nord ou au sud? Nous sommes au sud. Non, par rapport à l'Afrique du Sud, nous sommes au nord. Les poissons de l'Afrique du Sud vont venir vers le nord. Par rapport à l'Équateur, nous sommes au nord. Nous sommes au nord. Okay. Non, les poissons peuvent aller vers les pays arabes, là, la Tunisie, non, pas de problème. Non. Le nord, c'est où? Bon, ce qui est sûr, David, les nous poissons sommes à l'ouest. Le poisson, ne vous inquiétez même pas. Moi, ma question, la première question, parce que là, il commence à nous inquiéter. Là. Pourquoi il n'y a pas assez de poissons dans le marché? Non, en fait, il y a du poisson au marché. Parce que le problématique, il faut comprendre que la Guinée possède comment dire, la plus grande plateau continentaux dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'autre pays est riche en deux catégories d'espèces, les espèces pélagiques et les démersaux. Et c'est surtout ces deux espèces-là qui sont beaucoup consommées dans le monde entier. Donc, les espèces, 70% de nos espèces sont pélagiques. Mais compte tenu de ces espèces-là, les gens ne sont pas habitués. Tout le monde est habitué aux poissons démersaux qu'on appelle les nobles poissons, les sinapa, les kessi et tout ce qui s'en suit. Et pourtant, les pélagiques qui contiennent de l'oméga 3, les gens sabotent cela et c'est des poissons, les bongas séries qui sont beaucoup pêchés, qui sont dans tout le coin du territoire national, que les gens n'arrivent pas à valoriser. On n'arrive pas à valoriser. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le Maroc n'accepte pas que les sardines sortent. Mais nous, on abandonne ici parce qu'on ne veut pas. Si vous donnez un sardinelle à quelqu'un, il se dit, je ne veux pas. Si ce n'est pas Sinapa, si ce n'est pas Kessi, on ne veut pas. Mais il y a une problématique qui est là aujourd'hui, qui joue sur l'habitat de ces espèces. Parce que le long du côte, nous avons 300 km de façade. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 20 ports miniers enregistrés au niveau du secteur de la pêche. C'est un gros problème. Donc, ça veut dire qu'à chaque 15 km, on a un port minier. Et vous savez, ces ports miniers-là, compte tenu de notre plateau continental, qui n'est pas si profond, donc les gros bateaux qui viennent pour prendre la mine à bord, le minerai, ne peut pas rentrer dans ces ports. Donc ils vont venir, ils vont stationner quelque part en haute mer, lieu de transbordement. Ça aussi, ça donne 12 000 masses. Donc qui va osciller la zone de pêche des pêcheurs artisans, surtout les semi-industriels aussi, la pollution qui est là. Et ils ne font que utiliser les barges.
Donc, c'est les barges qui vont être utilisées. Vous allez voir 60 navires dans une semaine qui sont là, ils utilisent les barges, les va-et-vient, le corridor là, c'est abrité, c'est privé, des trucs comme ça. C'est pour cela, notre poisson qu'on appelle, qu'on doit labelliser, le conquet, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à trouver dans les différents marchés, c'est compte tenu de tous ces problèmes-là, l'habitat de ces espèces-là, vraiment... Parce que c'est la mangrove, l'habitat des espèces. C'est la mangrove. C'est pour cela que la Guinée dépasse les autres pays de la sous-région. Parce que du sud au nord, c'est couvert de la mangrove. Oui, et la Guinée regorge la plus grande espace de mangrove. Monsieur Kalo, Monsieur Kalo, vous avez dit qu'il y a du poisson sur le marché local, mais ce n'est pas souvent à la portée de tout le monde. Le poisson est cher. Pourquoi? Oui, c'est par rapport au prix. Quand vous prenez aussi par rapport Est-ce que c'est les conditions de pêche qui font que vous mettez tout ça dans la balance pour fixer le prix? Vous savez, le pêcheur perd. Quand vous prenez la pêche artisanale, la pêche artisanale, 60 à 70% l'approvisionnement du marché en produits de pêche provient de la pêche artisanale. Oui. Vous savez, il y a des embarcations qui sortent la nuit, qui reviennent au petit matin. Donc quand ils viennent, ils débarquent et pour donner aux femmes fumeuses pour transformer le poisson, il y en a qui prennent directement pour envoyer au marché, directement, qui mettent de la glace dessus pour vendre du poisson frais. Mais des fois, ils peuvent venir et ça trouve que les femmes ne peuvent pas prendre de tout. Nous n'avons pas de chambre froide dans ces différents débarcadères. Il y a un problème de conservation de ces espèces. Donc déjà, quand un poisson est pêché, 5% des 10% pêchés, il y a 5% qui partent déjà à perte. C'est des pertes. Parce que il faut tenir compte. Malgré tout ce qu'on nous montre, au manque de chambres froides, c'est encore un problème dans nos... Oui, c'est un problème. L'État est en train de se battre. Mais puisqu'il y a perte là, pourquoi vous ne vendez pas, par exemple, à bas prix? C'est pour cela qu'en Guinée, nous sommes spécialisés en fumage de poisson. En fumage de poisson dans la sous-région, c'est la Guinée seulement qui est number one. Parce qu'il n'y a pas de chambre froide, de conservation de l'huile. Mais il y a quand même les améliorations qui sont en train de se faire. L'État se bat dans ce sens. Par exemple. Oui, parce que quand vous voyez aujourd'hui à Kankan, il y a un entrepôt frigorifique qui est déjà installé, à Zérekouré. Et dans les 5 communes aussi, bientôt, les chambres froides, il y a même la construction d'un marché moderne de poissons. Donc les autorités sont en train de se battre dans ce sens-là. Oui, mais ce que je voudrais... Ce que je voudrais, c'est que est-ce qu'il y a eu des réformes profondes dans le secteur ces, disons, 5 dernières années qui sont aujourd'hui perceptibles sur le terrain? Vous allez nous citer ces différentes réformes-là. Mais il y a aussi le fait que beaucoup pensent aujourd'hui la meilleure qualité du poisson est vendue à l'Union européenne au détriment des consommateurs guinéens. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis... Non, parce qu'entre-temps, on importe beaucoup de poissons. Il faut comprendre que la Guinée a été suspendue les produits espèces et les produits halieutiques pour la vente de ces produits halieutiques vers le marché de l'Union européenne a été suspendue en 2006 et 2007. Vous savez, avec les réformes des nouvelles autorités et tout ça là, la Guinée est sortie de la liste de ces pays non coopérants avec l'Union européenne. Donc on peut maintenant se battre, notre poisson peut aller vers l'Union européenne. Il y a un processus qui est en cours. Vous savez, est-ce que ça nous a... est-ce que c'est arrangeant pour nous, le fait d'envoyer le poisson à l'Union européenne? C'est pas la priorité locale. On en a besoin, nous. Gagner plus avec les Européens, on sait. Vous savez, on en a besoin, mais il faut comprendre que si on échange aussi nos produits verts de l'autre côté, ça peut revenir aussi en contrepartie. Vous gagnez beaucoup plus dans ça. Devise peut venir à la Banque centrale, on n'aura pas de problème dans ce sens-là. Donc il faut comprendre que... Sur les réformes, par exemple, sur les réformes, est-ce qu'il y a eu des réformes concrètes aujourd'hui qu'on peut étaler et qui ont des effets aussi sur vos conditions de travail, par exemple? Oui, conditions de travail. Par rapport aux pertes des espèces qu'on est en train de parler, les espèces nobles et tout ce qui s'ensuit, des trucs comme ça. Vous savez, il y a le centre de recherche halieutique de Bousra qui est en train de se battre, qui se bat chaque année pour faire des campagnes
pour comprendre effectivement le stock de poissons disponibles à exploiter, notre biomasse à exploiter, combien on peut pêcher cette année et chaque fois. Donc ces efforts-là sont en cours. Je pense bien que c'est des efforts que ce sont des acquis qu'on doit renforcer et maintenir. Oui. Et la surveillance, il y a la surveillance aujourd'hui. Et les 12 000 max aujourd'hui sont réservés à la pêche artisanale. Il y a l'éloignement aujourd'hui des navires de pêche industrielle qui ne font plus maintenant, d'instruction dans les zones de la pêche artisanale. Vous savez, tous ces navires aujourd'hui sont balisés, quelle que soit la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. Donc, vous pouvez rester ici, vous prenez votre téléphone, vous pouvez voir des zones de pêche et tout ça là, comprendre réellement si tel navire de pêche industrielle est rentré dans cette zone de pêche artisanale ou pas. Donc, ça, c'est des acquis vraiment. Monsieur Kalo, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Vous avez cité quelques problèmes, les mangroves qui sont menacées. Vous parlez du manque de chambre froide qui fait que nos femmes sont championnes dans le fumage du poisson. Mais malgré tout, ce poisson fumé coûte encore cher sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour permettre aux Guinéens d'avoir du bon poisson? Je sais votre regard, je ne suis pas contre que vous revendez vos poissons à l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que, par exemple, l'État doit faire concrètement pour permettre aux Guinéens d'avoir du très bon poisson? Ce que l'État doit faire, l'État doit travailler d'abord parce qu'il faut comprendre que nous avons des craintes aujourd'hui pour l'emploi. L'emploi pour... on est en train de parler des miniers. Et quand on parle de poisson, il faut comprendre que le poisson, à notre jeune âge, on nous disait que le poisson quittait sous le ciel pour descendre dans l'eau. Il faut comprendre que le poisson aussi a besoin de son habitat. Le poisson se reproduit, il s'accouple. Donc, s'ils n'ont pas d'habitat, ça va créer des problèmes. L'environnement, si l'environnement ne travaille pas dans ce sens, je vous ai dit que nous avons... Vous n'avez rien compris, ça c'est un autre débat. C'est vous qui êtes à l'antenne, continuez. Nous avons 300 km de façade, du sud au nord. Avant, c'était seulement Kamsa qui avait ces problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui... Officiellement, plus de 400 000 hectares de mangroves quand même, de forêt de mangroves. Bofa, aujourd'hui Bofa, qui est une zone poissonneuse, et Koukoudé. Vous savez, aujourd'hui, dans ces zones aujourd'hui, il y a combien? Il y a plus d'une 15 ports aujourd'hui, ports miniers, qui sont là, sont juste dans les yeux, au détriment de l'environnement. Nutrition des espèces, de reproduction des poissons. Quand vous prenez même l'installation portière d'abord, la lumière là, vous savez, la nuit, ça éclaire la mer. Il y a des espèces qui doivent se déplacer pour s'accoupler la nuit. Ils ne pourront pas s'accoupler. Ils sont piégés. Ils vont penser que ce jour, c'est la journée. Et la journée encore va venir. C'est la nuit. Ça perturbe leur sommeil. Donc, si ça perturbe leur reproduction. Si ça reproduit, ça va disparaître. Les espèces vont disparaître. C'est pour cela que les espèces ne grandissent pas aujourd'hui. Il y a moins de taille et tout cela. Donc, pour toutes ces problématiques-là, si l'État ne corrige pas, qu'on n'arrive pas à regrouper ces ports miniers, mutualisation des infrastructures, 2 ou 3 ports, 2 grands ports, ça peut suffire. Ça peut suffire. Mais si on dit qu'il faut avoir tous ces ports et tout ça là, on n'aura pas de poissons. Mais il y a le repos biologique que l'État a décrété. Là, c'est le secteur minier travaille. Je vous explique le repos biologique. On parle de repos biologique, mais en vrai sens, c'est l'arrêt des activités de pêche industrielle. Oui, c'est pour permettre aux poissons de se reproduire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous expliquer. D'accord. Je vais vous expliquer repos biologique. D'accord. Parce qu'il ne faut pas attendre seulement le mot repos biologique et les réalités du terrain. D'accord. Repos biologique, quand on parle de repos biologique, on veut parler ici de la reproduction des espèces, non? Oui, c'est ça. Les espèces se reproduisent dans les bras des mers. Ce n'est pas en haute mer. Non. Mais en termes de repos biologique en Guinée, c'est l'arrêt des activités de pêche industrielle et semi-industrielle. Donc, ça ne concerne pas la pêche artisanale. D'accord. Donc, c'est juste pour sauvegarder des espèces qui grandissent pour qu'ils puissent revenir, s'accoupler ou mettre des œufs pour pondre leurs œufs pour se reproduire. Donc, c'est ce qui se fait. Parce qu'en disant que la pêche artisanale... Pour vous, on devait aller un peu plus loin dans le repos biologique? Oui.
il faudrait qu'on comprenne que cette zone des 12 000 masses est exclusivement réservée à la pêche artisanale. Ça ne doit pas aller seulement que l'arrêt de ces activités industrielles, pêche industrielle, mais il faudrait tenir compte des va-et-vient des barges, des miniers, des bateaux miniers qui jouent dans ces zones-là, parce que ça trouvera qu'il n'y a pas d'activité de pêche, mais ce n'est pas tranquille encore. Ce n'est pas tranquille. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'impact. Oui, Ali Moussouari. Monsieur Kalo, on vous accuse également d'utiliser des filets non conventionnels. Oui, le problème... Ça, c'est l'impact environnemental, on attaque déjà. Le monofilament, vous savez, ce n'est pas seulement la Guinée. On veut parler de monofilament. Comparaison n'est pas raison, Le monofilament, c'est tout le monde qui est concerné. C'est un problème d'adaptation des filets biodégradables. Le problème se pose... Mais il y a le maillage aussi. Oui, il y a un problème de maillage, mais il y a un problème de monofilament parce que ces filets en plastique ne l'utilisent pas à mer. Mais il y a un problème aujourd'hui de réchange mondial qui se pose. Tous les différents pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, même Tanzanie, en Indonésie, qui est le plus grand en termes de pêche artisanale, ils sont en train de se battre, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver solution. Mais la Guinée est allée au-delà de cela, avec l'introduction par un décret du président de la République. Les autres, c'est les arrêtés qui ont fait, mais ça n'a pas marché. Mais la Guinée est en train de... Est-ce que ça commence à marcher aujourd'hui? Oui, ça a commencé à marcher parce qu'avec le projet PAPAG, ils ont trouvé des filets de normes pour mettre à disposition des acteurs de la pêche artisanale. Donc, on pense bien, dans les 5 années à venir, on pourra corriger cela. Ok. Vous avez parlé des défis, par exemple, le repos biologique qui n'est pas respecté. Vous avez parlé des bateaux miniers qui perturbent un peu vos activités. Est-ce que si tout cela est respecté, le marché intérieur, le marché de la Guinée sera suffisamment approvisionné en poissons, M. Kalo? Oui. Comme ça répond à l'inquiétude d'Idrissa. Le poisson qui est chez nous, à notre mer, si tous les problèmes qu'on est en train de citer est réglé, on n'a besoin que 400 000 tonnes de poissons. La Guinée n'a besoin que par an. Donc, on n'est pas trop friand du poisson. Attention, la population est passée entre-temps à 17 millions là. Oui, je parle au moment de 14 millions. Voilà. Il faut augmenter peut-être un peu. Donc, avec 400 000 tonnes de poissons et que chaque Guinéen peut en avoir 24 kilos de grammes par an. Donc, il faut comprendre que la consommation en Guinée, consommation en termes de produits halieutiques est faible. Non, c'est ce qui est... Ah bon, c'est plus élevé c'est la norme. Que la viande et le poisson. Ah, ok. Donc, et le poulet. Tout le monde. Donc, beaucoup sont comme mon ami Cissé. Il y en a, tu peux trouver qui ne mangent pas du poulet, qui ne mangent pas de la viande. Mais le poisson. C'est rare de trouver quelqu'un qui ne mange pas du poisson. Donc, ça veut dire que toute la population guinéenne ne mange que du poisson. D'accord. C'est le riz. L'aliment de base, c'est le riz et le poisson. D'accord. Est-ce que vous souffrez de la concurrence, par exemple, de vos voisins léonais, qui, peut-être par sénégalais, exactement, c'est-à-dire des deux pays avec lesquels nous avons des limites maritimes? Oui. Ils arrivent dans nos eaux souvent? Les Sénégalais viennent dans nos eaux pour pêcher. La Guinée ne se déplace pas pour partir dans des autres pays. Pourquoi? C'est les autres qui viennent chez nous parce que nous savons que notre mer est riche. Notre mère est riche. Bon. Notre mère est riche. Ton mère est riche, lui, le pauvre là n'a pas de poisson. Ça, on n'est pas d'accord. Voilà, au moins. Si c'est comme ça, veut dire que le prix de si c'est comme ça, les mines aussi, on va laisser les gens exploiter. Si vous avez besoin du poisson, Oui. que vous ne trouvez pas du poisson, là, je m'inquiète. Alors, vous pouvez trouver que le poisson est cher. À la fin de vous pouvez l'émission, parler de ça. Mais justement, qualité-prix, qualité-prix, est-ce qu'il y a aujourd'hui des similitudes entre la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, en termes de prix? En termes de bas prix, c'est la Guinée. Il faut déjà dire que le poisson coûte moins cher en Guinée que dans les autres pays. On n'a pas déjà les mêmes monnaies. Oui, non, parité de pouvoir d'achat, oui, il y a la façon de comparer. On a deux questions. Bon, on a passé la question de Cissé, sinon, on va prendre d'abord M. Antonio Moussatembeduno depuis Kindia. Je remercie M. Kalo pour son intervention, mais j'aimerais connaître le rôle des mareyeuses dans la fixation des prix
Et l'autre question qui va avec Cissé, bonsoir, c'est monsieur Sanko. Pas de poisson. Monsieur Kalo est vraiment éloquent, mais le poisson manque sur le marché local et le bas peuple souffre. C'est une affirmation. Comment ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Les puissances marieuses. Oui. Vous savez, la Confédération nationale des professionnels de la pêche est l'interface entre l'État, la profession et l'État. Donc, c'est les marieuses qui vendent du poisson. Ils ont une organisation. Et donc, aujourd'hui, à la Direction nationale de l'économie maritime, ils sont en train de travailler pour vraiment organiser ce secteur. Parce que tout le monde aujourd'hui veut être marieuse. Quelqu'un a il faut beaucoup d'argent et tout ça là, ils viennent directement pour acheter du poisson. Donc les marieuses sont basées au marché de Kenya et l'État avec eux, avec la collaboration de la CONAPEG et l'État, ils fixent par exemple en ce mois de carême une partie de leur cargaison, ils ont accepté de vendre certaines quantités de poissons à la population à un prix accessible. Donc, au prix réduit, vous allez trouver que des sinapa de carton de 20 kg à 320 000. Et il y en a aussi des autres espèces qui sont vendues à 220 000. Donc ça, c'est grâce à l'effort de ces marieuses. Mais ils sont en train de se battre aussi pour vraiment professionnaliser, parce qu'il y a d'autres aussi qui sont en train de concurrencer leur métier parce qu'ils ont l'argent. Ils viennent se mêler dedans pour vendre du poisson. Justement, est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres gros importateurs aussi du poisson aujourd'hui? Comment ça se passe, la collaboration? Vous travaillez de concert avec eux ou vous les regardez du coin de l'œil? Oui, c'est pour cela qu'on est en train de travailler. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui envoient du poisson d'ailleurs. Oui, il y en a qui ont en train de beaucoup d'argent qui font l'importation du poisson, qui forcément qui ne relèvent pas du ministère de la Pêche. Vous avez vu que c'est compliqué de fois. Le ministère de la Pêche est un ministère stratégique qui touche aussi d'autres stratégiques et transversales, qui touche d'autres secteurs. Donc, quand vous prenez le ministère du Commerce et de l'Industrie, ceux qui importent du poisson là ne sont pas forcément liés aux acteurs qui sont directement à la pêche. Donc ça, c'est d'autres problématiques. Mais on est en train de faire que pour que ces importateurs-là se retrouvent dans la Confédération, pour ne pas qu'on les gère à part, pour qu'on soit gérés ensemble. D'accord. La question. Non, demandez encore où sont les poissons. On est déjà. Il a dit qu'il n'y a pas de poisson. Il dit il est éloquent, non, ça c'est pas une question. Comment la structure actuelle du marché favorise ou freine l'accessibilité du poisson pour le consommateur moyen? La structure actuelle du marché, est-ce que Kalou connaît la structure actuelle du marché? Ça, c'est le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, parce qu'il ne faut pas aller sur ce que nous nous connaissons, c'est pour pêcher du poisson et mettre à la disposition. Point barre. Il ne faut pas fatiguer le Thomas. Même si ça Il ne faut pas fatiguer le Thomas. Monsieur Kalou, le ramadan, plus beaucoup de questions, ça vous a fatigué? Parce que je vous vois transpirer là. Avec mon Thomas. Je savais que... Non, je n'ai pas été jeune. Voilà, mesdames, messieurs, ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. On espère que vous avez trouvé du plaisir à nous suivre. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à l'équipe mobilisée autour de Alkali Mohamed Keïta, nos cadreurs qui étaient là encore pour nous permettre d'être vus. À Conakry, en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Si vous êtes à l'étranger, vous voyez, on a beaucoup de ressources à vous proposer. Mais on tient surtout à l'intangibilité de nos frontières. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si vous essayez, vous trouverez sur votre chemin nos services de sécurité et de défense. On veut manger notre poisson tranquillement. On mange le poisson tranquille. Portez-vous bien, ciao. Merci bien.